Personne n'a envie d'avouer ses faiblesses. Je passe mon temps à mentir, à dissimuler, à me cacher. Ce n'est pas toi, ça. Tu ne peux pas faire ça. Ressaisis-toi, ça va aller. Dans notre société, il ne faut pas montrer ses faiblesses, sinon on se fait démolir. Et je n'avais pas envie de me faire démolir. Je me répétais en permanence, il faut que tu gères, tu peux y arriver, tu vas te blinder, verrouiller tout ça et personne n'y verra rien. On peut le dissimuler longtemps, mais dans la tête, c'est très très dur. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie d'avoir un problème dans la tête, ni d'avoir la tête vide. Je ne suis pas malade dans ma tête. J'enfile mon masque et personne ne s'aperçoit de rien. Jutta Zeiler, 46 ans, divorcée, mère de 2 filles. Pendant 25 ans, Jutta a été puéricultrice dans un hôpital de Berlin, où elle travaillait en horaire variable. Le travail me permettait de m'affirmer, de gagner une estime de soi que je ne trouvais pas dans d'autres domaines. Au travail, je me sentais bien. J'appréciais la reconnaissance des autres et j'essayais de me donner à 100% en permanence parce que j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec les patients et à leur apporter du réconfort. Et du coup, même dans les moments où j'avais mal au dos, je faisais un effort et je prenais sur moi. Face aux autres, on a toujours envie de se montrer fort. On ne veut pas donner l'impression de ne pas être à la hauteur et on s'habitue même à la douleur. À un moment donné, j'ai remarqué que certaines choses devenaient plus dures à supporter. Je m'énervais pour des détails qui ne me dérangeaient pas du tout auparavant. Alors je me suis dit que j'allais prendre des vacances et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais en fait, ces vacances, ça a été le début de la fin. J'ai passé mon temps à ne rien faire. J'avais l'impression qu'il y avait d'un côté ma tête et de l'autre mon corps qui n'était plus qu'une coquille. Je n'arrivais plus à bouger mes bras. La plupart du temps, je restais assise ou allongée pour surtout ne pas avoir à bouger. Dehors, il faisait très beau, mais je passais mon temps allongée dans le salon. Ma famille me disait « Tu ne veux pas sortir un peu, prendre le soleil ?» Mais je n'en avais pas envie. Je voulais juste rester allongée, au calme, dans le noir, ne parler à personne, ne rien entendre. C'est là que j'ai commencé à me demander ce qui m'arrivait et pourquoi. Certains chantiers étaient très stressants et je prenais ça très à cœur. Quand je sortais du travail, il m'arrivait très régulièrement de boire pour décompresser. René Bidmon, 42 ans, vit avec sa compagne. Il est tuyauteur-soudeur dans une entreprise de construction. Il y a 2 ans, il commence aussi à boire pendant ses horaires de travail. Quand je bois sur mon lieu de travail, j'arnaque mon employeur. Je passe mon temps à mentir, à dissimuler, à me cacher. Pour ne pas être surpris la main dans le sac, il faut en permanence que je sois très vigilant. En plus, je dois faire très attention à ce que je fais, parce que cette vigilance me distrait complètement de mon travail. Je dois veiller à ne pas commettre d'erreurs et je suis obligé de vérifier tout ce que je fais plusieurs fois. Je dois me surveiller moi-même. C'est un état de stress permanent. Je suis constamment en train de fuir. Maintenant, ça y est. Ma situation n'est plus un secret. Les gens de l'entreprise sont au courant. Dans le meilleur des cas, je vais écoper d'un rappel à l'ordre. Et si je veux garder mon emploi, il va falloir que je joue carte sur table. Je me sentais vraiment bien au travail. Ça avait énormément d'importance pour moi. Je me sentais valorisée et je m'investissais dans ce que je faisais, y compris personnellement.
Birte Kreitlow, 42 ans, mariée, mère de 2 fils. Titulaire d'un diplôme en administration publique, Birte est fonctionnaire du Land de Berlin. Pendant 5 ans, elle dirige une équipe de 10 personnes. J'ai toujours été habituée à être performante dans mon travail et à me placer en première ligne. Je me sentais responsable de tout parce que j'essayais d'être parfaite à tous les niveaux. Je voulais être perçue comme une chef d'équipe compétente et efficace. Je commençais 5 choses à la fois et j'en laissais 6 autres en plan. Je m'éparpillais totalement, je me répétais sans arrêt « il faut que tu fonctionnes, tu dois à tout prix y arriver ». Un jour, j'ai commencé à avoir des bourdonnements d'oreilles. Je ne dormais plus, j'avais de plus en plus mal à la tête. Je souffrais de grosses crises de migraine. Au bout d'un moment, j'ai dit à mon mari et à mes collègues « je crois que je n'en peux plus ». Mais les gens me disaient « allez, ça va aller, reprends-toi, on a besoin de toi ». Et à les entendre, je me disais que ça allait s'arranger, qu'il fallait simplement que je me ressaisisse. Et puis il y a eu cette petite phrase qui a tout déclenché. Une collègue m'a dit « je te retourne ce dossier parce qu'il ne peut pas passer comme ça, il est incomplet ». Je savais bien que ce que j'avais fait n'était pas parfait quand j'ai transmis le dossier à mes supérieurs, mais au moment où ma collègue a prononcé cette phrase, j'ai fondu en larmes. Je me suis effondrée sur mon bureau en me disant « là c'est fini, je suis à bout ». Je me voyais comme le numéro 1 et je voulais le rester. Si j'avais parlé de mes problèmes à quelqu'un, j'aurais dévoilé une part de moi-même. J'aurais révélé une faiblesse. Dans notre société, il ne faut pas montrer ses faiblesses. Sinon, on se fait démolir. Günther Ebner, 43 ans, père de 2 enfants, en instance de divorce. Après des études de gestion d'entreprise, Günther fait d'abord carrière dans l'armée allemande. En 1995, il démissionne pour devenir vendeur automobile. J'étais toujours partant, prêt à m'occuper de tout. Je n'étais pas difficile à motiver. Il suffisait que le chef me tape sur l'épaule et je faisais 20% de travail en plus. J'ai fonctionné comme ça pendant des années. J'en faisais toujours plus. Et j'en étais récompensé. Des augmentations de salaire, les félicitations du chef, une belle voiture de fonction, tout ça c'était très exaltant. Le succès, monter sur la première marche du podium, dans le fond, tout le monde aspire à ça. Mais il y a 3 ans, je me suis rendu compte que j'étais au bout du rouleau. Je n'étais plus en mesure de faire des journées de 14 ou de 16 heures et j'ai fait un infarctus. Bien sûr, dans ces moments-là, on se dit toujours qu'on va changer de vie. Mais au bout de 6 mois, j'avais tout oublié. Je me suis refondu dans le moule du super employé à qui rien n'est impossible et qui fonce d'un rendez-vous à l'autre. J'étais redevenu le hamster qui tourne inlassablement dans sa roue. Et pour moi, ça, c'était le Günther normal, celui qui travaille jusqu'à l'épuisement. J'ai fréquenté des forums pour suicidaires sur Internet pendant des semaines, pour savoir quel était le meilleur moyen de se suicider, le moyen le plus simple. Chaque jour, ce désir d'en finir grandissait. Je voulais que tout s'arrête, que tout soit fini. Il y a 1 an et demi, Günther fait une tentative de suicide. Ses amis le font hospitaliser dans une clinique psychiatrique. Je l'ai très mal vécu. L'hôpital psychiatrique, c'est synonyme de camisole de force, de mesures d'internement, de sédatifs, de cellules capitonnées. Dans l'esprit des gens, l'hôpital psychiatrique, c'est ça. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à prononcer le terme de thérapie. Ça m'a d'ailleurs posé un gros problème le jour où ma mère m'a dit en présence de l'une de mes amies « Je crois que tu as besoin de suivre une thérapie ». Je lui en ai énormément voulu. J'étais furieuse. Je lui ai dit que j'étais assez grande pour savoir ce que j'avais à faire. Ça s'était passé 6 semaines après ma crise. Et je ne m'étais toujours pas résolue à consulter un psychiatre. Je ne savais pas du tout en quoi consistait une thérapie. Comme beaucoup de gens qui font ça pour la première fois, je me suis présenté à l'hôpital en me disant « J'y vais, je fais cette thérapie et quand j'en sortirai, je serai guéri. » C'était très naïf de ma part.
J'ai passé un entretien préalable au cours duquel on m'a posé une série de questions très précises. Si j'avais des idées noires, si je faisais des insomnies, si j'avais perdu du poids, si j'aimais le calme et le silence, des choses de ce genre. Je ne me souviens plus de toutes les questions qu'on m'a posées, mais au bout de la 5e, le médecin m'a dit « Ok, j'en sais suffisamment, vous faites une dépression majeure. » Les psychothérapeutes ont eux-mêmes un emploi du temps très serré et ils ne disposent malheureusement que de 15 à 20 minutes par semaine pour s'entretenir avec leurs patients. En revanche, les produits pharmaceutiques, on peut en avoir autant qu'on veut. Il suffit de demander. C'était un très long cheminement. Il m'a bien fallu 6 mois pour accepter l'idée que j'avais besoin d'une thérapie. Mon vrai problème, je ne l'ai compris qu'1 an plus tard, lors d'une nouvelle hospitalisation. J'ai fait un séjour dans un autre hôpital et là, on m'a enfin expliqué ce qui n'allait pas. Ce n'était pas uniquement une dépression, mais un trouble bipolaire. La dépression n'est que l'un des 2 pôles. Je suis maniaco-dépressif et je traverse donc des crises qui vont d'un extrême à l'autre. Au début, je me disais que la psychothérapeute réglerait le problème très rapidement. Mais malheureusement, ce genre de choses ne s'opère pas. Sinon, il aurait suffi qu'elle m'ouvre au scalpel, qu'elle bidouille un peu, qu'elle referme le couvercle et l'affaire était réglée. Mais là, ce sont des choses qui commencent dans la tête, qui descendent dans le ventre et qui touchent à l'émotionnel. Je ne savais pas que des émotions pouvaient être aussi intenses. Et cette thérapie m'a permis de faire ce travail en profondeur. Les épisodes maniaques me font terriblement peur. Parce qu'ils vous transforment subjectivement en Superman. J'avais l'impression d'être un super-héros. Je suis capable de tout, j'en sais plus que les autres, tous les autres sont des idiots. Je me moquais de toute forme de règles, parce que je me disais qu'elles ne me concernaient pas. Pour moi, il n'y avait ni règles, ni limites. Et j'ai très peur de replonger dans cette phase. Qu'est-ce que j'allais devenir sur le plan professionnel? Les choses que j'avais toujours aimé faire, travailler au contact d'autres personnes, être avec des gens, je ne les supportais plus. Si ça ne s'arrangeait pas, et c'était tout à fait possible, je ne pourrais plus jamais exercer mon métier. J'ai eu très peur de ça. Je me suis vraiment demandé si j'étais encore bonne à quelque chose. Il y a 2 ans, Jutta Zeiler apprend son diagnostic. Elle souffre d'une dépression majeure. Après une première hospitalisation, elle fait une rechute alternant phase d'angoisse et accès de panique. Elle est réhospitalisée pour une durée de 4 mois. Depuis, elle a repris le contrôle de sa vie, aidée par des antidépresseurs plus faiblement dosés qu'avant. C'était une période très dure. Ce qui me sidère, c'est qu'il ait fallu traverser une épreuve de ce genre pour que j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui. Sans cette dépression, je ne serais pas celle que je suis. Isabelle, la fille de Jutta, a 19 ans. Elle vient de passer son bac. Pendant des années, sa mère lui a caché son mal-être en gardant ses problèmes pour elle. Aujourd'hui, Jutta arrive à en parler ouvertement avec sa fille. Das ist eigentlich das schlimmste Foto so von mir. Sehe ich aus, als wäre ich geheult oder habe Drogen genommen? Nee, Drogen habe ich nicht genommen, aber da sehe ich schlecht aus. Da siehst du älter und verbrauchter aus als jetzt. Wie nach falschen Haut. Das ist ja total unwohl. Das ist hier auch so ein Schlimmes. Das sieht auch aus wie meine eigene Großmutter. L'année dernière, Jutta Zeiler commence à changer sa façon de vivre. Elle se sépare de son compagnon, change d'appartement et cesse de fréquenter des amis de longue date, peu compréhensifs à l'égard de ses difficultés personnelles. Cette fois, Isabelle est témoin de la métamorphose de sa mère. Elle avait retrouvé de l'énergie, l'envie de vivre et la confiance en elle. Elle était à nouveau capable d'envisager l'avenir de manière positive, même s'il y a eu des moments de doute et des rechutes. Mais à chaque fois, elle prenait sur elle et faisait face.
Je trouve ça très bien qu'elle ait décidé d'affronter tout ça avec moi et qu'elle n'ait jamais baissé les bras. Das konnte ich beobachten. Tag schön. Hallo. Ja, vom Arzt zurück. Après une cure de désintoxication en psychiatrie, René Bidmon décide de se soumettre à un traitement de la dépendance assorti d'une hospitalisation. Depuis 3 mois, il séjourne à la clinique Fontane, dans le Land de Brandebourg. Les maladies psychiques génèrent des interruptions de travail de très longue durée. En Allemagne, les arrêts de travail ont augmenté de plus de 75% au cours des 10 dernières années. Alles klar. Tschüss. Prima. Sehr gut. Mama muss sich konzentrieren, ne? Ja. Man darf sich nicht nur auf eine Seite konzentrieren. Nein, so ist es im Leben, wissen Sie ja, wa? Dieser Tunnelblick, der ist nichts. Multitasking. Physiquement, René Bidmon se sent bien. Mentalement, il a repris le dessus. Sa vie n'est plus déterminée par la dépendance. Ici, l'alcool n'a pas sa place. Je suis ici pour m'en débarrasser définitivement. Je prends aussi conscience du fait que, d'une certaine manière, le problème sera toujours présent. Mais je suis ici pour travailler sur moi et pour moi. Il ne s'agit pas de refouler le problème, mais de le gérer et de le surmonter. La dépression nerveuse de Birte Kreitlow remonte à 2 ans. Diagnostic, burn-out, syndrome d'épuisement professionnel. Pendant 9 semaines, elle séjourne dans une clinique psychosomatique avant d'entamer une psychothérapie ambulatoire chez Beate Braun. Birte Kreitlow apprend à accepter sa maladie, à parler de ses émotions, à identifier ses besoins, tout en prenant conscience de ses limites. Ja, ich merke schon, also es bewegt mich jetzt doch schon wieder, wie tief ich damals auch drin gesteckt habe. Und jetzt mit Abstand, das nochmal zu betrachten, ist doch schon auch sehr erschreckend. Das war meine damalige dunkle Seite, die ich zurücklassen möchte. Wie steht da? Die starken Frauen, genau. Im Käfigseller selbst, Hamsterrad, nicht rauskommen können. Spirale, immer wieder sich selber runterziehen. Oder hier, ne? Angst ist Schmach. Ja. Nur wer den Abgrund überwindet, ist etwas wert. So lauten die inneren Glaubenssätze. Ja, und da hatte ich mich auch festgeklammert. Oder hier mit dem Perfektionismus, ne? Das haben wir ja oft jetzt. Oft sind es die nach Perfektion Strebenden, die Höchstleister. Das finde ich toll, dass sie auch. Elle a appris à lâcher prise, ce qui est très positif. Avant, il n'y arrivait pas. Tout était important, tout avait la même importance. Tout devait fonctionner à 200% et tout devait toujours être parfait. Aujourd'hui, elle est capable de se dire « Là, j'en ai fait un peu beaucoup, demain, je lève le pied ». Tout ne doit pas forcément être fait tout de suite. Günther Ebner a traversé une crise existentielle décisive. Il a tiré un trait sur sa vie passée et a quitté la Bavière pour s'installer dans le Land de Brandebourg. Depuis 1 an, il partage sa vie avec Angelika Glinicke. Günther ne souffre plus d'épisodes maniaques, mais il traverse encore occasionnellement des phases de dépression et d'angoisse, une situation handicapante dans la vie de tous les jours. Das ist eine schöne Farbe. Endlich habe ich eine Farbe für dich. Die gefällt mir. Wie gefällt dir die? Krawatte. Kaufhäuser ist eigentlich eine Überwindung. Je n'aime pas les grands magasins. Il faut vraiment que je me force pour y aller. Si je pouvais, je me cacherais dans un coin. J'ai l'impression que tout le monde m'observe. Ça me met très mal à l'aise. J'essaye toujours de me placer un peu à l'écart et d'observer les autres, parce que j'ai peur d'être observé. Günther a rencontré sa compagne alors qu'il était au plus mal. C'était il y a 1 an. Pour Angelika Glinicke, vivre au quotidien avec une personne souffrant de troubles bipolaires n'est pas sans poser quelques problèmes. Quand on sort, il paraît très sûr de lui et serein, mais à la maison, il est bien souvent très différent. Et dans ces moments-là, il a tendance à se fermer. Mais je sais comment gérer ces situations. Quand il est comme ça, je le laisse tranquille.
lasse ich ihn dann in solchen Momenten auch in Ruhe. Dans les moments de désarroi et de vague à l'âme, la voiture devient son refuge. À sa sortie de l'hôpital, Günther Ebner se retrouve professionnellement dans l'impasse. 7 mois de chômage mettent sa confiance en soi à rude épreuve. On a l'impression d'être en marge de la société. Tout le monde travaille et tout le monde parle de son travail, ce qui est normal. Mais moi, j'étais inactif. Dans ce genre de situation, on n'ose même plus sortir faire les courses. Un jour, dans une pharmacie, j'ai eu un accès de panique. La maladie, le fait que je touche le RSA, que je sois exclu de la société, j'avais l'impression que tout cela était gravé sur mon front. J'ai eu des palpitations, c'était la panique. J'étais convaincu que tout le monde savait parfaitement ce qui m'arrivait. Et ce genre de sentiment, ça vous suit partout. Malgré ses angoisses, Günther Ebner veut à tout prix retravailler. Dans ses lettres de candidature, il n'évoque à aucun moment sa maladie. La peur d'être stigmatisé est trop forte. J'avais très peur que ça me fasse rater une opportunité et j'ai préféré garder mon masque. Lors de l'entretien d'embauche, je n'ai pas parlé de mes difficultés psychologiques. J'ai parlé de mon insolvabilité personnelle, de mes problèmes privés, du déménagement à Berlin, de mon envie de refaire ma vie. J'ai même parlé de mes problèmes physiques, de mon infarctus, mais jamais de la dépression. Je n'y suis pas arrivé. La honte était trop grande. Ce n'est qu'au bout de quelques semaines, quand j'ai remarqué à quel point l'entreprise était soucieuse de sa dimension humaine, que je suis allé voir mon directeur des ventes pour faire mon coming out. Depuis 1 an, Günther Ebner travaille pour un concessionnaire automobile dans le Land de Brandebourg. Il vend des véhicules d'occasion en étant rétribué à la commission, comme c'est l'usage dans ce secteur. Günther travaille 50 heures par semaine. So, Frau Rose, hier ist Ihr neues Auto. Und was sagen Sie? Gefällt mir gut. Die Farbe? Ja, ist so, wie ich es im Internet gesehen habe. Genau. Zufällig passend genau zu Ihrem Outfit heute. Ja, ich mag halt blau, Ja. das sieht man, oder? Auch die schönen Alufelgen mit dabei. Mhm. Ich zeige Ihnen einfach jetzt mal den Innenraum. Mhm. Pour Günther, le travail joue un rôle primordial. Cela lui donne une stabilité, structure sa journée et lui apporte également la reconnaissance dont il a besoin. Ce Bavarois sait se faire apprécier de ses clients du Brandebourg. Hat das Multifunktionslenkrad, Bordcomputer, Regensensor. Wollen wir reingehen und eine Finanzierung rechnen, damit wir das passend für Sie gestalten können? Mais certains jours, Günther Ebner est encore sujet à d'importantes sautes d'humeur. Bitte schön. Viersitzigkeit, das ist ein echter Fünfsitzer, mit Schiebedach mit dabei, den automatisch abblendbaren Innenspiegel. Der Kunde darf es auf Le client ne doit en aucun cas se rendre compte de quoi que ce soit. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. Nous sommes une enseigne premium et nos clients doivent bénéficier d'un service premium. Et le client ne veut pas savoir qu'il a affaire à un interlocuteur qui n'est pas bien dans sa peau. Aujourd'hui, ses collègues et ses supérieurs sont au courant de ses troubles maniaco-dépressifs. Cela n'a rien changé au respect qu'ils lui témoignent. Une bienveillance plutôt rare en milieu professionnel. Jutta Zeiler n'a pas encore réintégré la vie professionnelle. Une première tentative de reprise sur son ancien poste a échoué. Pendant 5 mois, elle teste son aptitude au travail au centre de réadaptation professionnelle du Land de Brandebourg. A priori, ce stage l'orienterait vers le commerce. L'organisme payeur qui prend en charge la réhabilitation professionnelle considère en effet que Jutta n'est plus en mesure de retravailler en tant que puéricultrice après une dépression aussi longue.
Je n'ai fait l'objet d'aucun rapport d'expertise. Leurs conclusions s'appuient sur des rapports médicaux qui datent d'il y a 6 mois, qui ne sont donc pas récents, et dans lesquels les médecins ont coché des mentions comme « pas de travail de contact »,« pas de travail dans le domaine pédagogique ou thérapeutique », pas de situation de stress ou d'urgence, pas de travail le week-end, pas d'horaire variable. Au point où j'ai fini par me demander ce que j'avais encore le droit de faire. Tout le monde est susceptible de tomber malade un jour ou l'autre, mais la plupart des gens, une fois qu'ils ont fini leur thérapie, se voient donner la chance de refaire leurs preuves. Jutta Zeiler est assistée par un coach. Frank Gertzmann la soutient dans sa recherche d'emploi, qui se limite néanmoins à ce que les caisses d'allocation appellent un poste adapté. Büro, Erstausstattung. Schöne Aufgabe. Oh, es gibt also Bürogeschichten, die Ihnen auch Spaß machen. Na, wenn die konkret sind, ja. Okay. Nee, ich habe mir jetzt hier die ganzen Lieferanten praktisch. Jutta a d'ores et déjà convaincu son coach de son aptitude à reprendre un métier de contact. 4 stages en institutions sociales, comme des crèches ou des foyers du 3e âge, ont établi qu'elle était de nouveau en mesure de faire face aux exigences émotionnelles et physiques de sa profession. Und Sie sagen mir auch, wenn irgendwas sich ergibt. Ansonsten hoffe ich, dass wir in den nächsten Wochen da weiterkommen. Jo, ja? Ja, schön. Solange werden Sie sich dem Computer widmen. Natürlich. Auch wenn es nicht Ihr Lieblingsgebiet ist. Okay? Ich fange es an zu mögen. Alles klar. Nicht zu lieben, aber zu mögen. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Jo, eigentlich geht's mir gut. Jo. En fait, ça va plutôt bien. Ici, les impératifs ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au travail. Ce n'est pas exigeant physiquement, c'est exigeant intellectuellement. Mais je suis très motivée. Je me sens bien et j'ai envie de le prouver. Cette envie me rend parfois impatiente et j'ai tendance à m'emballer un peu, notamment dans mes propos. Mais j'ai très envie de m'y mettre. J'aimerais vraiment qu'on m'y autorise. Jutta veut une deuxième chance auprès de son ancien employeur, le groupe hospitalier Vivantes, où elle a travaillé pendant 25 ans au service de puériculture. Frank Gertzmann, son coach professionnel, la soutient dans cette démarche. L'essentiel, c'est qu'elle soit motivée et qu'elle ait envie de retravailler. C'est le cas et ça se voit. C'est fondamental. Son aptitude à affronter les difficultés de son métier a été rétablie. Les tests qu'elle a passés au cours des dernières semaines l'ont prouvé. Elle a un contrat de travail avec son ancien employeur qui a été mis en suspens et elle aimerait retrouver son ancien poste ou à défaut un autre poste chez le même employeur. Donc les conditions de départ sont favorables. Maintenant, il faut voir quelles seront les conditions de l'employeur et voir s'il y a possibilité de trouver un poste adapté. Généralement, le retour à l'activité ne s'accompagne pas de meilleures conditions de travail. Pour ne pas rechuter, les anciens dépressifs doivent apprendre à gérer le stress et la pression autrement. Après son burn-out, Birte Kreitlow a décidé de lever le pied et de prendre soin d'elle. Les activités sportives lui font beaucoup de bien. Elle a également pris certaines résolutions quant à son travail. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réfléchir et pour y voir clair. Je me suis demandé ce que j'allais faire, si j'allais retourner travailler et si j'avais retrouvé assez d'énergie pour être chef d'équipe. J'ai vraiment beaucoup réfléchi. Est-ce que tu es de nouveau assez forte pour assumer des responsabilités ? Est-ce que tu ne veux pas plutôt te consacrer à un travail plus technique dans le même secteur, sans assumer de responsabilités pour les autres ? Il fallait déjà que je réapprenne à être responsable de moi-même, que je retrouve mon équilibre et un rythme qui me convient. Alors j'ai pris la décision de ne pas retravailler avec mes anciens collègues, de ne plus être chef d'équipe, mais de travailler dans un autre service où les tâches sont complètement différentes. Dans un premier temps, Birte Kreitlow retourne travailler 3 heures par jour, puis elle reprend son plein temps. Mais après quelques semaines, elle se heurte de nouveau à ses limites. Actuellement, elle travaille à temps partiel, 32 heures par semaine.
Je ne dirais pas que j'ai retrouvé la stabilité, et je ne sais pas quand je retrouverai suffisamment de stabilité pour retourner travailler à temps plein et pour être aussi résistante que j'ai pu l'être par le passé. Je ne sais même pas si j'ai envie d'être aussi résistante qu'avant. C'est une question que je préfère laisser en suspens. Comme Birte, Jutta Zeiler ne veut plus travailler qu'à temps partiel. Il lui a fallu du temps pour accepter qu'elle n'était plus capable d'assumer des horaires alternés dans un service de soins intensifs, et ce n'est que tout récemment qu'elle a trouvé le courage de quitter son ancien poste. En arrivant à la clinique vers 10h30, ça m'a fait une drôle d'impression de prendre l'ascenseur, de monter au 2e étage. Et une fois arrivée dans le couloir, j'avais déjà les larmes aux yeux. Dans le service, la nuit était assez stressante. Il y avait beaucoup à faire. Mais les nuits se passent toujours comme ça. On n'a pas le temps de bavarder, de plaisanter ou quoi que ce soit. D'une certaine manière, c'était une bonne chose que la nuit se passe comme ça, parce que ça m'a permis de comprendre que ce n'était plus possible pour moi. J'ai pris mon service en même temps qu'une collègue, qui était également de nuit, et j'ai commencé à donner un coup de main. Je m'étais réjouie d'y retourner, et j'étais vraiment contente de pouvoir à nouveau prendre un bébé dans mes bras, de lui donner à manger. De retrouver mon casier. J'ai fait le tour du service. J'ai demandé aux collègues si quelque chose avait changé. Mais rien n'avait changé. C'était toujours aussi stressant. Elles adorent toutes leur boulot, mais elles sont surchargées. Donc j'ai effectivement travaillé un peu. J'ai nourri les bébés, je les ai couchés. Et puis je me suis dit, non, c'est fini. C'était une belle époque, mais je ne veux plus revenir ici. Mais Jutta Zeiler veut retravailler. Son coach l'accompagne à un rendez-vous avec son ancien employeur, la société Vivantes, implantée à Berlin. Avec 13 000 salariés, Vivantes est le plus grand groupe hospitalier communal d'Europe. Depuis quelques semaines, Frank Gertzmann essaie de réunir toutes les parties concernées pour préparer ce que le Code de la sécurité sociale allemande appelle la gestion de la réintégration du salarié dans l'entreprise. Une obligation légale qui s'impose à l'employeur. Jutta Zeiler attend ce rendez-vous depuis plusieurs mois. Tout le monde est réuni. Le service des ressources humaines, le comité d'entreprise et la direction du service de puériculture. L'avenir professionnel de Jutta est en jeu. L'hôpital est dans l'obligation légale de lui offrir un poste adapté, ne portant pas préjudice à sa santé psychologique. Mais ce n'est pas simple. Aucun représentant de la société Vivantes n'a accepté de s'exprimer sur le dossier Jutta Zeiler face à notre caméra. Je suis soulagée que ce soit terminé. Durant les premières minutes, j'étais assez tendue parce que je ne savais pas ce qu'on attendait de moi. Maintenant que c'est fait, je suis très contente de ce qui ressort de cet entretien. Je crois que toutes les parties concernées sont satisfaites. On m'a fait une proposition. Auparavant, il y aura un nouvel examen médical pour lequel j'ai donné mon accord parce que c'est dans mon intérêt. Ensuite, nous aviserons en fonction du résultat de cet examen.
René Bidmon doit quitter le centre de réadaptation prochainement. Il en est à sa 16e semaine de thérapie. Il est convaincu qu'il n'aurait pas réussi à surmonter son problème d'alcoolisme sans ce suivi médical et psychologique de plusieurs mois. L'avantage d'une thérapie de ce genre, c'est qu'elle vous donne l'occasion de travailler sur vous assez intensément, sans être distrait par quoi que ce soit. J'ai par exemple appris à aborder un certain nombre de choses de manière plus sereine. Ne pas me laisser aller à la colère, à la déception ou à la frustration quand quelque chose ne marche pas. Essayer de trouver une solution autre que celle qui consiste à tout envoyer promener et à boire pour évacuer la frustration. Réfléchir, analyser le problème et essayer de faire la part des choses. Cela fait 1 an que Günther Ebner travaille à nouveau comme vendeur de voitures. Malgré les médicaments, il a parfois du mal à se lever le matin pour faire face à sa journée. Mais il reconnaît qu'il aurait le plus grand mal à surmonter sa maladie psychique sans cet emploi fixe. Und der Ebner, Auto aus Wernicke, guten Tag, Herr Sommerfeld. Haben Sie Ihr Problem schon gelöst? Günther Ebner n'éprouve plus le besoin d'être le meilleur. Mais il est toujours soumis à une certaine pression. Sa rémunération se fait à la commission. Pour gagner correctement sa vie, il doit vendre 10 voitures par mois. En fait, la seule chose qui compte, c'est le nombre de ventes que je fais. Je ne gagne de l'argent que lorsque je vends des voitures. Quand on vend, on est porté par la vague du succès et tout va bien. Mais il y a 2 semaines, j'ai eu un petit passage à vide. Les affaires ne marchaient pas fort et quand ça arrive, je le sens passer physiquement et mentalement. Ouais, ça me ronge. Pour Günther Ebner, c'est un grand soulagement de ne plus avoir à se cacher et de pouvoir assumer ses problèmes de dépression face à ses collègues. Olaf Werneke dirige 120 employés. Il a su se montrer compréhensif, même si Günther Ebner lui a tout d'abord dissimulé ses troubles psychiques. Cela m'a déçu qu'il ne m'en ait pas parlé lors de l'entretien d'embauche. Nous essayons toujours de connaître l'état de santé de nos collaborateurs pour savoir comment nous pourrons travailler avec eux au quotidien et s'il y a des problèmes qu'il faut anticiper. Mais en l'occurrence, nous avons constaté qu'il s'était parfaitement intégré à l'équipe. Nous n'avions jamais rien remarqué, il n'y a jamais eu de crise, ni la moindre situation de stress sur le lieu de travail, ni aucune tension avec les collègues. Par conséquent, nous avons décidé de nous adapter, de l'aider et de continuer à l'intégrer. Personne n'est à l'abri d'un souci psychologique, que ce soit au travail ou à cause d'une situation de stress quelconque. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de continuer avec lui. Also alles klar, dann machen wir das so und Nachmittag gibt's mir das Cabrio und dann... Okay, danke. Birte Kreitlow travaille dans le service administratif du Sénat de Berlin. Ses collègues et ses supérieurs sont au courant de sa maladie. Die Aufstellung würde ich dann machen. Sprich, dann mache ich für Januar den Termin fertig, Anfang Januar. Nächster Termin haben wir 12 gesagt. Depuis son retour, Birte partage son bureau avec sa collègue Carmen Tillich. Les 2 femmes s'entendent bien. La maladie psychique de Birte Kreitlow reste néanmoins un sujet tabou. Ça faciliterait les choses si elle acceptait d'en parler. Si elle acceptait le fait qu'elle peut avoir une journée où elle est un peu moins en forme et où certaines situations la stressent. Ça m'éviterait de devoir sortir mes antennes en permanence. Nous travaillons ensemble de façon tout à fait normale. Mais en arrière-plan, dans un coin de ma tête, j'ai toujours la crainte de ne pas percevoir certains signaux. Je sais tout cela. C'est un de mes gros chantiers et j'y travaille vraiment. Certains de mes anciens schémas de fonctionnement ont tendance à refaire surface. Dans ces moments-là, j'essaie de passer outre et de faire comme si tout allait bien.
Ou alors, pour cacher le fait que ça ne va pas, j'arrive en disant « Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur », en espérant que ce sera perçu comme une plaisanterie. Donc je comprends parfaitement qu'elle veuille que j'en parle. Mais dans les moments de crise, j'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens. Le temps partiel de Birte Kreitlow a des répercussions pour l'ensemble de l'équipe, notamment en ce qui concerne la gestion des emplois du temps et des congés. Un véritable casse-tête pour son chef de service, Andreas Rudat. Il faudrait que nous discutions de votre demande de congé et, de façon plus générale, de tous les congés qui se sont accumulés durant votre maladie et qui ont engendré des absences de votre part. Ce qui m'embête, c'est que dans notre service, ces absences vont automatiquement générer des heures supplémentaires. C'est une situation problématique que nous devons résoudre. Et j'aimerais bien en discuter avec vous pour que tout se passe au mieux. C'est une question qui me préoccupe beaucoup. En tant qu'ex-chef d'équipe, je connais parfaitement le problème lié aux employés qui reviennent d'arrêt maladie et qui ont accumulé beaucoup de congés. Mais en l'occurrence, ça me touche personnellement et il faut aussi que je tienne compte de ce que m'a dit ma psychothérapeute, à savoir faire attention à moi. Oui. Et j'ai vraiment envie de mettre ce conseil en pratique, en prenant un week-end prolongé de temps en temps, par exemple. Essayons de voir ensemble comment nous pourrions étaler vos congés sur les semaines qui viennent. C'est compliqué et il va falloir que vous m'aidiez un peu. J'ai besoin de savoir quand vous simulez un sourire et quand vous souriez réellement. Je ne vous cacherai rien. Ok. Je vous remercie pour cet entretien. Ok, merci. Je considère Madame Kreitlow comme une collaboratrice très motivée et très compétente. Pour moi, face à des personnes dont on attend un certain rendement, la responsabilité sociale consiste aussi à leur remettre le pied à l'étrier quand ils vont mal et à les aider à retrouver leur place dans l'équipe. Gibt es etwas, was Sie bewegt? Hören Sie in sich rein. Lassen Sie die Ereignisse der letzten Tage nochmal vor Ihrem inneren Auge vorbeiziehen. René Bidmon a pris la décision de se passer définitivement d'alcool, un objectif qui lui demandera d'importants sacrifices. Il sait qu'il doit radicalement changer sa façon de vivre pour y parvenir. Depuis quelque temps, je pense de plus en plus à rentrer chez moi, à ce qui se passera après mon séjour ici, à la suite dans ma vie personnelle et professionnelle. J'essaye de me préparer un peu à tout ça. La psychothérapeute Dorette Eichler est convaincue que René Bidmon a les ressources nécessaires pour un retour à la vie quotidienne normale. Il a abordé son problème d'alcoolisme avec une totale ouverture d'esprit. Mais elle ne se risque pas pour autant à prononcer un pronostic à long terme. C'était une coupure importante et il en a effectivement profité pour réfléchir à ses relations avec les autres, sur le plan personnel et professionnel. Mais ce n'est qu'un début. C'était sa première cure de sevrage et sa première tentative de guérison par la thérapie. Mais maintenant, il faut de la continuité. Il faut voir si tout ce qu'il a acquis ici tient la route dans la vie réelle. Voir s'il est dans le vrai et s'il a trouvé une voie qui lui convient. Dans 2 jours, René Bidmon quittera l'hôpital et retrouvera son emploi dans la même entreprise de construction. Mais il s'inquiète des réactions de ses collègues et de ses supérieurs. Je vis les choses beaucoup plus consciemment. Je ne vis plus ma vie sur pilote automatique. J'avais parfois l'impression d'être le pilier d'un pont au beau milieu d'un fleuve solide comme un chêne, debout dans le courant. Et il fallait que je continue à fonctionner, sinon le pont allait s'effondrer et le trafic serait interrompu. Aujourd'hui, je ne suis plus ce pilier, je fais partie du fleuve, je fais partie du courant, je ressens les choses de manière plus immédiate et je prends beaucoup plus de plaisir à la vie. Depuis quelques semaines, je suis en dépression légère.
C'est dû à certaines circonstances et à tous les changements que j'ai eu à gérer. Mon divorce, qui sera prononcé prochainement, me préoccupe. Mais c'est une dépression que je contrôle. Je lutte tous les jours et tous les soirs s'il le faut, mais je viendrai à bout de cette maladie. Elle ne me vaincra pas. C'est la première fois de ma vie que je suis satisfaite de moi, que je suis fière de moi, que je m'aime et que je me plais telle que je suis. Aujourd'hui, je ne fais plus rien pour plaire aux autres. Avant, je voulais à tout prix être la plus forte, la plus grande, la plus belle. C'était la seule façon de se faire valoir aux yeux des autres. Mais ça, c'est terminé. Je ne veux pas d'un traitement de faveur, mais j'espère aussi ne pas être stigmatisé. J'aimerais simplement que mon employeur et moi, on se serre la main, qu'on se dise bonjour, et qu'ensuite je me mette au travail. Et si mon employeur a le moindre problème avec moi, j'espère qu'il m'en parlera ouvertement. Ich habe jetzt in diese Listen Spalten eingearbeitet, damit man auch gleich sofort erkennbar ist, taucht diese neu gemeldete Stelle. Birte Kreitlow n'est plus chef d'équipe. Mais 1 an et demi après sa dépression, elle redécouvre ses anciennes qualités de leader. Grün hier vorne ist AQS. Und da tragen Frau Gerdes, Herr Eibisch die entsprechenden Stellenmeldungen ein, die echten Stellenmeldungen. Wenn damals hat man gesagt, genau, weil das ist ja auch. Ich meine, sie hat ja gesagt, na gut, sie hat ja eh gesagt, dass sie das. Diriger une réunion de travail. Birte Kreitlow a longtemps cru qu'elle n'en serait plus capable. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Urlaub. Ja. Okay, Sie schließen ab jetzt? Machen wir. Ja. Sehr nett. Danke. Tschüss. Ça fait plaisir de refaire partie de l'équipe, de pouvoir apporter ma contribution et mes idées. D'après le retour que j'ai de mes collègues, je sens que je suis sur la bonne voie. Je suis réintégrée. Mon travail est apprécié et ça me fait énormément de bien. René Bidmon a retrouvé son emploi de tuyauteur-soudeur. Son retour dans l'entreprise s'est déroulé comme il l'avait imaginé. Aujourd'hui, il assume son passé d'alcoolique et n'en a plus honte. J'ai été réintégré très spontanément. Les gens me traitaient comme n'importe quel autre salarié, sans faire de différence. Les collègues sont venus me saluer, ils m'ont demandé comment j'allais, etc. Mais voilà, on est là pour travailler. Alors on s'est mis au travail. Pourtant, la direction ne lui fait pas encore confiance. Après 10 jours de travail, René est soumis à un 3e test d'alcoolémie. Jo. Gut. Ja. So. Aber weiter kratzen. Alles gut? Lager, mach's gut. Ja, bis dann. Tschüssi. Wie schaffen Sie das? Also das alles wirklich so unter einen Hut zu kriegen? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich mir, es läuft alles automatisch. Ja. Also Sie laufen auch auf Automatik sozusagen? Ja, richtig. Ja. Und das heißt, Sie kriegen von diesem Leben subjektiv gar nicht so viel mit? Sie spüren sich gar nicht so? Après 1 an de recherche, Günther Ebner a fini par trouver un psychothérapeute dont l'agenda n'était pas surbooké. Andreas Hortzmann va aider Günther à remplir sa demande de prise en charge par la caisse d'assurance maladie. Antrag vorbereitet. Das wäre Ihr Teil. Wenn Sie einmal drauf gucken und die Daten überprüfen. Une aide qui arrive à point nommé. Günther Ebner traverse une nouvelle fois une phase de dépression. J'ai des moments d'euphorie et de dépression,
Mais je n'ai pas envie d'accepter cette idée. Parce que quand je suis dans une phase où je vais bien et que j'accepte cette idée comme une fatalité, j'ai peur de basculer dans l'autre extrême. Et inversement. J'aimerais pouvoir niveler autant que possible mes sautes d'humeur, qu'elles soient euphoriques ou dépressives. J'aimerais garder une ligne la plus horizontale possible. Günther Ebner cherche des solutions qui lui permettraient de mieux appréhender ces moments de crise. Il compte beaucoup sur l'expérience et le soutien de son psychothérapeute. Après 3 mois d'attente, l'infirmière Jutta Zeiler a enfin pu commencer son stage de réadaptation professionnelle. Depuis une semaine, elle travaille à l'hôpital de jour en psychiatrie infanto-juvénile. La veille de mes débuts ici, quand j'ai réalisé que mon souhait de retravailler allait enfin se réaliser, j'ai pleuré. Je m'y préparais depuis 2 ans. Il a fallu que je prouve à tout un tas de gens que je méritais qu'on me laisse retravailler. J'ai dû me battre pour retrouver un métier de contact dans le domaine de l'enfance. J'ai vraiment fait des pieds et des mains pour ça. Et là, c'est le sprint final. Je suis dans la dernière ligne droite. Le poste qu'on m'a proposé ici, c'est vraiment le genre de travail qui conviendrait parfaitement. Ce poste, Jutta Zeiler l'a obtenu. 2 ans après sa dépression, elle est de retour dans le monde du travail.